Et donc là, nous avons prévu un moment de questions-réponses. Alors c'est un moment qui est un petit peu compliqué à organiser parce que nous avons collecté d'assez nombreuses questions et j'ai été obligé d'avoir le rôle difficile d'en sélectionner un nombre très réduit compte tenu du fait que nous avons eu déjà de nombreuses interventions qui ont abordé de très nombreux domaines. Alors je voudrais commencer par une première question que je voudrais adresser à Marie-Cécile, qui est justement exactement le dernier point qu'évoquait Gwenola dans sa présentation, qui est lié à la question des fonds de garantie. Donc nous avons reçu une question que je vous lis, Marie-Cécile, et je vous demanderai de bien vouloir y répondre. Donc la question c'est, durant la présentation qui vient d'avoir lieu, on avait évoqué la question du fonds de garantie du pays de l'assureur en disant que en cas de défaillance, le fonds de garantie du pays de l'assureur doit indemniser les assurés selon les règles en vigueur dans le pays de l'assuré. Alors qu'est-ce que cela veut dire de manière opérationnelle? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en détail sur cet aspect? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, et le point important, c'est que l'assuré doit être indemnisé de la même façon, quel que soit le pays d'origine de l'assureur et du fonds de garantie. Donc si on prend le cas très concret de deux assurés français, l'un dont l'assureur est établi en France et l'autre qui opère depuis l'étranger. C'est encore une fois le fonds de garantie du pays de l'assureur qui va payer. Donc dans la situation qu'on décrit avec ces deux assurés, on aurait des règles possiblement et une indemnisation possiblement différente, puisque un serait remboursé ou indemnisé par un fonds français et l'autre par un fonds étranger. Donc par conséquent, et pour assurer une équité de l'indemnisation pour l'ensemble des assurés français, mais encore une fois c'est valable quel que soit le pays dans lequel se trouverait l'assuré, on se fixe sur les règles d'indemnisation du territoire de l'assuré. Et donc ici, dans le cas présent, les règles d'indemnisation qui s'appliquent en France. Et encore une fois, chaque pays a ses spécificités, donc par exemple sur le plafond d'indemnisation ou sur la couverture précise. Et c'est vraiment ces règles-là qui vont s'appliquer de manière à assurer qu'une équité d'indemnisation entre l'ensemble des assurés au niveau de la France. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Oui, oui, absolument, merci. C'est un principe qui paraît de bon sens, mais qui, dans un monde aussi compliqué que celui de l'Europe, n'est pas si facile que cela à mettre en œuvre. Et je pense que c'est important de le préciser et de lui donner du corps. Merci, merci beaucoup. Alors, parmi les autres questions que nous avons reçues, j'en avais retenu une qui concernait la toute première présentation. Et donc je m'adresse à nouveau à Laurent Clerc. On avait une demande de précision sur l'impact de la crise, en particulier sur l'évolution du coût du risque par métier bancaire. C'est l'AGFI qui nous a posé cette question. Donc par type de crédit, par type de clientèle, banque de détail, banque de financement. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, Laurent? Oui, alors dans la présentation, vous pourrez regarder, il y a deux diapos qui concernent cette question. Je crois que pour répondre, on peut insister sur deux choses qui sont les deux singularités de cette crise. La première, c'est que l'origine de la crise, elle n'est pas économique ni financière, mais c'est une décision des gouvernements de confiner l'économie pour des raisons sanitaires. Et la deuxième, c'est un choc qui est sectoriel. C'est une dimension qui est importante, mais dont l'impact ne dépend pas en fait de la capacité des secteurs ou de la solidité des secteurs, mais de leur capacité à travailler en télétravail. Et donc du coup, quand on combine ces deux aspects-là, premièrement sur les secteurs, sur donc les secteurs d'activité concernés, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une très forte hétérogénéité, avec en particulier des secteurs qui sont très touchés. On en a parlé tout à l'heure, donc ça peut être tout ce qui peut pas faire l'objet de télétravail, donc le commerce, les services aux particuliers, les arts et spectacles, l'éducation, etc., qui ont été particulièrement touchés. Et dans les lignes de métier, on va retrouver aussi cette importance, puisque, par exemple, dans les lignes de métier qui sont touchées, comme on l'a vu, c'est pratiquement toutes les lignes de métier.
touchés, mais évidemment à titre différent. Donc, par exemple, dans l'activité, la banque de détail est particulièrement touchée, mais c'est lié au fait que pour les ménages, il y a l'incapacité physique de consommer, sauf en ligne. Donc ça se traduit par une diminution de l'activité, mais en contrepartie, certains secteurs bénéficient, ont besoin de prêts, donc il y a de l'activité qui se génère de ce côté-là. Et puis sur la banque de financement et d'investissement, pour laquelle on a vu aussi l'importance d'un choc boursier, mais qui est transitoire. Donc il y a des pertes conséquentes au premier semestre et puis un rattrapage par la suite avec, comme l'a dit le gouverneur, un effet net qui est positif. Donc sur le coût du risque, ce qu'on va voir, c'est effectivement une progression en fonction des différentes lignes de métier. Les secteurs les plus touchés voient le coût du risque progresser. Et dans les lignes d'activité, on va retrouver ça aussi. Alors, dans le cas de la banque de financement et de détail, on a eu aussi au premier trimestre un certain nombre d'événements opérationnels ou de chocs plutôt liés à des dossiers individuels qui ont aussi occasionné des pertes importantes et une montée du coût du risque importante dans des lignes de métier comme la banque de financement par exemple. Merci Laurent. Et encore une fois, en effet, je pense que les diapositives qui ont été projetées ce matin et qui sont maintenant accessibles vous permettront d'entrer dans le détail de ce que vient de commenter Laurent. Alors j'avais aussi une question pour Evelyne Massé, à la suite de sa présentation sur la flexibilité du cadre prudentiel. Et donc la question est la suivante. Donc vous nous avez rappelé le vaste arsenal de mesures. Et la question c'est bien, on commence une deuxième vague. Et donc est-ce que cela implique qu'un deuxième train de mesures du même type doit être mis en place ou va être mis en place? Merci Dominique. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Le premier étant que quand tout ce train de mesures a été adopté finalement très très tôt, au premier semestre, on a déjà effectivement beaucoup réfléchi à ce qui pourrait se passer et effectivement, c'est un petit peu ce que Laurent nous a rappelé. Il y a eu beaucoup d'études via des stress tests, des scénarios. Et donc, on a bien envisagé la possibilité qu'il y ait une deuxième vague de ce type. Donc, tout a été calibré, je dirais, déjà en imaginant que on pouvait avoir un deuxième semestre peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, en fait, je crois qu'il faut bien mesurer l'ampleur, justement, du fameux arsenal en question. Peut-être pour illustrer le relâchement des fameux coussins, la BCE estime que ça représente à peu près 120 milliards je dirais, de surcroît de fonds propres à mobiliser pour financer l'économie. Si on s'attache aussi à regarder un petit peu l'effet des mesures de restriction de dividendes, c'est 27 milliards d'euros mis de côté. Donc c'est vraiment des montants absolument considérables que les mesures ont permis, je dirais, de préserver pour soutenir l'économie réelle. Alors, l'autre élément de réponse, c'est qu'après la sidération de la fin mars, qui a causé effectivement un petit peu des secousses sur les marchés financiers, on passe actuellement dans une phase un petit peu différente. Je pense que déjà, on est plus entretenu sur le plan opérationnel. On peut aussi se dire qu'on s'y attendait un petit peu. Donc on n'est pas confronté, je dirais, au même degré d'urgence en termes de liquidité ou de gestion opérationnelle comme on a pu le voir au tout début de la crise. Là, on est davantage confronté peut-être à des questions autour du moyen terme, de l'évolution du risque de crédit. Et comme je le disais, on a déjà mobilisé effectivement des mesures très, très puissantes pour affronter ce défi. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on a un peu vu d'ailleurs dans les chiffres de solvabilité, comme l'a souligné le gouverneur. Il y a même un certain nombre de banques qui se retrouvent dans une situation de solvabilité plutôt meilleure qu'au début de la crise grâce aux mesures qui ont été prises. Merci. Donc, si je comprends bien, on a un certain nombre d'outils dans une boîte à outils et on suit très près l'activité et on active ces outils au moment où on le juge opportun.
Tout à fait. Et peut-être pour compléter, je crois que le gouverneur a souligné qu'il n'y a aussi pas que le secteur bancaire qui doit se mobiliser en soutien de l'économie. Donc, face à cette deuxième vague, on va peut-être aussi passer par d'autres canaux. Donc, je crois que tout ne va pas nécessairement de nouveau solliciter nos banques. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Ce que je vous propose au terme de cette première partie de matinée déjà très chargée en termes de contenu, c'est que nous nous arrêtions pendant quelques minutes afin de faire une petite pause. Et nous nous retrouvons pour la suite de cette matinée à 11h, c'est-à-dire que nous donnons une pause de 4 minutes, ce qui n'est pas énorme, mais donc nous nous retrouvons tous pour reprendre la deuxième partie de cette matinée à partir de 11h. Merci beaucoup, à tout de suite.